Bonjour à tous, bienvenue dans Point de vue et bienvenue aux petits nouveaux. Plein de nouvelles têtes aujourd'hui et des têtes bien faites. Honneur aux dames. Bonjour Claire Chartier. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef des pages idées à l'Express, l'hebdo qui titre cette semaine sur les 100 Français qui vous inspirent, qui nous inspirent. C'est qui vous inspire, vous, plus précisément? Oh, difficile question parce que beaucoup de personnages. J'ai mon petit palmarès personnel, donc ça prendra assez de temps de vous le dire. En tout cas, on a peut-être une idée parce qu'on recommande votre interview croisée de la philosophe Elisabeth Badinter et de la romancière Claire Castillon que vous faites donc dans ce numéro de l'Express. Ouais. Et vous saurez pourquoi les hommes sont restés silencieux après l'affaire Balance ton porc et MeToo. On aurait pu d'ailleurs prolonger la discussion avec Elisabeth Lévy. On se réjouit de la présence d'un de ses éminents confrères, Gil Mieli, directeur de la publication de Causeur, qui fait sa une ce mois-ci sur les mouvements étudiants actuels, le printemps de l'ignorance, titre Causeur. Et on recommande aussi votre entretien avec Pierre Manant. Stéphane Marchand, lui, c'est tout sur les secrets des cerveaux et de votre cerveau, c'en est un d'ailleurs. C'est votre dernier livre, hein, Les secrets du cerveau, mais pas le seul. On les recommande tous à lire sans modération. Vous êtes ancien journaliste, directeur adjoint même de la rédaction du Figaro, et vous signez notamment dans l'Opinion, où vous tenez la chronique scientifique. Enfin, honneur aux doyens, je dis ça parce que vous êtes le plus ancien à venir dans cette émission. Bon. Denis Tillinac, éternellement jeune, et honneur à votre dernier ouvrage qui a de quoi faire réagir et débattre. Mai 68, l'arnaque du siècle. En attendant, place à l'actu et au nucléaire iranien en discussion à Sofia. Réunion ce soir des ministres des Affaires étrangères européens. Peuvent-ils, doivent-ils maintenir l'accord avec l'Iran malgré le retrait américain? Donnez-nous votre avis. Et répondez à la question du Figaro, face à Trump, les Européens peuvent-ils rester unis? Et si Nicolas Hulot devait faire un choix, enfin un vrai choix, nouvelle menace ce matin du ministre de la Transition écologique, je suis capable de partir. Déclaration chez nos confrères de France Inter. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, disait en son temps Jean-Pierre Chevènement. Et si Hulot ne devait pas faire un choix entre ces deux alternatives? On attend vos réponses et vos avis. Est-ce que la gauche laïque est trop sectaire? En cause, une tribune sur Facebook et un interview dans les colonnes de Figaro Vox d'un habitué de ce plateau, le politologue et fondateur du Printemps républicain Laurent Bouvet. Dans son collimateur, cette femme que vous voyez, Mariam Pougetous, présidente de la section Paris 4 de l'UNEF, qui répond à une interview sur M6 avec un voile islamique. Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis, on en débat. On débat également d'un sujet qui reste polémique même s'il a 24 heures. C'est celui du verdict dans l'affaire Cahuzac. Au lendemain du verdict de la Cour d'appel de Paris, la polémique fait toujours rage. La peine n'est pas à la hauteur de l'acte. Déclaration signée Nicolas Dupont-Aignan. Êtes-vous d'accord? On attend vos réponses. Ce qu'on attend également, c'est aussi vos pronostics ce soir sur l'événement de la soirée, en plus de point de vue, c'est-à-dire Marseille-Atlético Madrid, la finale de la Ligue Europa de football, à suivre en live sur Sport 24, le site 100% sport du Figaro.fr. On y revient en fin d'émission. Alors c'est la question du Figaro. L'Europe peut-elle présenter un front uni face à Trump sur le dossier iranien? La réponse pour l'instant qui est posée aux internautes, la réponse des internautes du Figaro est pour l'instant 56% de oui. Et c'est exactement le point de vue du chef de la diplomatie iranienne qui est venu spécialement à Bruxelles pour l'occasion. On l'écoute. We started the process. I believe we are on the right track. Now, a lot depends on what we can do within the next few weeks. The High Representative will make a statement on behalf of all of us. And I believe it's a good start. We're not there. We're beginning the process. And we need to receive those guarantees. We will see how best we can move forward. Alors c'est beau comme de la langue de bois diplomatique. Denis Tillinac, est-ce que pour vous, les Européens doivent poursuivre l'accord avec l'Iran? C'est pas inutile que les contrôles continuent et que les négociations se poursuivent. Sans les États-Unis, ça n'a pas beaucoup de choses. Puis l'Europe politique, l'Europe diplomatique, l'Europe militaire n'existe pas. Donc vous me parlez d'une absente. Donc j'en attends pas grand-chose. Il faudrait essayer de faire en sorte, alors peut-être essayer, pour une fois, on semble d'accord, la France et l'Allemagne semblent d'accord, essayer de faire pression sur Trump pour qu'il
pour qu'il revienne sur sa décision. C'est ça qu'il faut faire selon vous. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut pas faire grand-chose. On peut rien faire sans les États-Unis et ils font souvent très mal les choses. Il ne risque pas de revenir sur sa décision, vu la personnalité du personnage. Ça paraît effectivement difficile. Et puis, puis après, il y a les arrière-pensées, il y a les dessous de cette affaire. Où en est la dénucléarisation militaire de l'Iran au fond, ça, c'est un autre sujet. Mais ça, c'était d'abord sur la question de l'Europe. Vous, ce que vous pensez, c'est que finalement... que la France fasse ça. L'Europe, ça n'existe pas. Et que la France, avec l'Allemagne, aille voir Trump pour le faire revenir sur sa décision. Stéphane. Alors, revoir Trump, puisque la France et l'Allemagne sont allés le voir il n'y a pas très longtemps, quand même, il y a 10 jours. Avec le succès qu'on a vu. Avec le succès qu'on a vu, il y a eu énormément d'embrassades, énormément de cajolements, mais la réalité, c'est que Donald Trump avait fait cette promesse pendant sa campagne électorale, et il a tendance à tenir ses promesses, ce qui est, dans certains systèmes politiques, considéré comme une aberration, mais il tient ses promesses, et ses promesses sont funestes, mais ça, les États-Unis sont un peuple souverain. Donc je crois que ce qu'il faut surtout faire, c'est que l'Europe profite de la crise pour se dresser face aux États-Unis, non pas tant sur la question du programme nucléaire iranien, parce que ça, nous n'avons strictement aucun contrôle là-dessus, mais sur quelque chose de très très important, qui est le droit extraterritorial américain. Les Américains se sont arrogés la possibilité de s'infiltrer dans n'importe quelle transaction commerciale sur la planète, pour peu que le dollar soit utilisé, qu'un site Internet américain soit utilisé, Gmail, Hotmail, Yahoo, n'importe quoi, dès que vous faites un mail, le droit américain peut venir et vous frapper de pénalités terribles. Ok. Alors donc, il faut que l'Europe fasse la même chose. On a abordé cette question déjà hier parce que justement elle transcendait même la question iranienne, parce qu'elle aborde. Il y a d'autres sujets qui sont connexes à cette extraterritorialité. Là, je voudrais qu'on revienne sur l'Iran parce que c'est l'actualité. Gil Mihaeli, vous, qu'est-ce que vous pensez est-ce que les Français ou les Européens doivent-ils poursuivre l'accord avec l'Iran ou doivent-ils faire comme Trump ? Alors, pour le moment, la question, à mon avis, ne se pose pas dans ces termes-là. Donald Trump vient de renverser la table. C'est un malheur, mais c'est aussi une opportunité. Je rappelle que la France... Pourquoi c'est un malheur pour vous ? Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait un plan B viable. Le fait que l'accord n'est pas parfait, je suis tout à fait d'accord. Le fait que la question balistique, la question des visées hégémoniques de l'Iran dans la région, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe au Yémen, mérite d'être discuté et négocié. Je suis tout à fait d'accord, mais pour le moment, je ne vois pas l'alternative à ce qu'on a déjà. Donc, mais ça, c'est derrière nous. La décision a été déjà prise, les pavés ont été jetés déjà dans la mare, et il y a partout de la boue sur le mur. Ce qu'on peut déchirer une fois, on peut le déchirer une deuxième fois. Peut-être, mais pour le moment, la situation, c'est que peut-être, je voulais rappeler juste que la France n'a pas apprécié cet accord, que Laurent Fabius était contre et que pour signer en 2015, il fallait beaucoup de pression de l'administration Obama sur la France. Donc la France déjà sait quels sont les problèmes. La France de Macron a déjà dit qu'il faut parler des projets, de programmes balistiques, il faut parler des visées hégémoniques de l'Iran. Maintenant, il y a un levier. On peut faire le go-between. Et comme Laurent Fabius était les mauvais flics de la négo de 2015, peut-être Macron peut être le bon flic de la négo qui s'ouvre maintenant. Alors, il faut savoir de quelle négo il s'agit. Non, je vous en prie. Il faut savoir de quelle négociation il s'agit, parce qu'en fait, la voie est très étroite. Avec qui peut-on parler ? Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de tous les Européens, il s'agit du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, donc déjà quelques pays. Ensuite, avec qui ? L'Iran est gouverné par un président qui a été réélu, donc qui a été élu 2 fois, qui s'appelle Rouhani. Rouhani n'est là que parce qu'il a été adoubé par le guide suprême. C'est parce qu'il a été élu par le peuple iranien. Oui, mais c'est aussi... Il n'était pas sur la même ligne que le guide suprême. Non, mais il reste au pouvoir. Pardon ? Non, mais il a été réellement... Sur un shortlist. Rouhani a été réellement élu. Sur un En shortlist. effet, mais exactement. Il ne pourrait pas rester... Il y a des candidats qui étaient plus durs que lui. Adoulou, il était Très bien Adoulou. qu'en Iran, le guide suprême arménien
tire les ficelles et qu'il y a toute une clique de faucons qui vont profiter évidemment de cette décision de Trump pour repartir à l'attaque et pour pousser leur feu militaro-atomique. Donc c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour l'Europe que cet accord ait été dénoncé par les États-Unis. Alors maintenant quelle est effectivement, la voie est très étroite pour l'Europe. Parce que, en fait, il s'agirait... Si vous voulez, les faucons, à mon sens, n'ont pas intérêt non plus à ce que la situation s'embrase en Iran à cause, justement, de sanctions terrifiantes sur le pays. Le pari, en fait, de Rouhani, c'était que grâce à cet accord, finalement, l'économie iranienne reparte et que la classe moyenne en tire les fruits. Les faucons en effet, iraniens. ça a commencé, sauf que les premières entreprises ont signé des contrats en 2016. Et puis bon, donc les contrats sont signés, sauf que là, on se trouve dans une situation différente. Donc, le pari pour l'Union européenne, c'est celui-là, c'est de maintenir une sorte d'accord, de bricoler un accord en quelque sorte provisoire, en survie artificielle, en espérant tenir jusqu'à ce que l'administration américaine change et que la nouvelle, donc après Trump, puisse rétablir l'accord précédent. Ça n'est pas non plus l'intérêt des faucons, ce que je disais à l'instant, iraniens, une explosion comme ils ont connu à la fin décembre, début janvier, parce que cette explosion, ces manifestants qu'on a vus à cette époque-là, s'adressaient aussi au guide suprême. Donc ils n'ont pas non plus du tout intérêt à avoir une instabilité. Ils sont plus sur la ligne du guide suprême. Je vous coupe, pardon, il y a un certain nombre de réactions sur Facebook et sur le site du Figaro. Bien sûr, vous nous donnez vos avis et on vous salue, notamment Mohamed, Amel, Christine et William. Mohamed, qui nous dit « Ce sont les USA qui ne respectent pas leurs engagements et c'est le parole de l'Iran qui est mise en doute. L'Iran, nous dit là-dessus Figaro.fr, est un partenaire plus fiable en l'état actuel des choses que les USA. » Et Jamel sur Facebook nous dit « Israël possède l'arme nucléaire en dépit des règlements internationaux. Pourquoi empêcher l'Iran de l'avoir ?» Il y a plusieurs choses qui sont dites là. Mais sur la fiabilité, en fait, sur la fiabilité des États-Unis, c'est une vraie objection. Si l'Iran est aussi puissant aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est aussi puissant aujourd'hui ? C'est parce que l'Irak, désormais, est sa base arrière. Pourquoi est-ce que l'Irak est sa base arrière ? Parce que le président Bush a détruit l'Irak et a installé une démocratie sur des prétextes que l'on peut contester. Et donc aujourd'hui, l'Iran, le fameux arc Iran, Irak, Syrie, Hezbollah, il est là, il a été, je dirais, quasiment fabriqué par les Américains, par l'armée américaine en 2003. Juste rajouter que c'est grâce à cette guerre, je ne dis pas que dans le bilan, ça renverse le bilan, mais c'est grâce à cette guerre que l'Iran a arrêté son projet nucléaire militaire. Peut-être s'il n'y avait pas de guerre en Irak en 2003, aujourd'hui on aurait en Libye nucléaire, Iran nucléaire et Syrie nucléaire. Alors, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que je voudrais vous faire écouter justement. On a l'impression que Trump, une espèce de farfelu qui fait n'importe quoi. Il y a une grande cohérence. Trump, il veut bâtir un axe Arabie Saoudite, Israël, États-Unis. Bon, est-ce que ce seraient d'éventuels alliés pour nous, Européens occidentaux, plus fiables, effectivement, que la galaxie chiito, irano, il va mieux avoir comme allié l'axe Arabie Saoudite. J'en sais rien, mais enfin, c'est le moment de nous poser des questions. L'Iran est un pays beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Sa culture est beaucoup plus proche de la nôtre. Sa façon stratégique de concevoir l'histoire est beaucoup plus proche de la nôtre. L'Arabie Saoudite n'est pas un pays. L'Arabie Saoudite est une poche à pétrole. C'est un débat, oui, mais enfin, il y a le débat sur nos alliances futures, sur notre géopolitique future, stratégique, devrait être ouvert. Et là-dessus, je trouve le président Macron un peu flou, quoi. On ne peut pas être bien avec tout le monde. Il faut faire des choix. Il était prévu qu'il y aille. Bien sûr que c'est important. Sur ces alliances, justement. Alors, je voudrais juste rappeler qu'il y a un passif avec l'Iran et que dans les années 80, ça s'est passé très mal. Qu'il y avait des prises d'otages, qu'il y avait d'autres choses pas très sympathiques. Et donc, il ne faut pas oublier qu'ils savent faire ça aussi, les Iraniens. Et je voudrais juste rappeler que c'est très curieux, Israël n'a pas de contentieux avec l'Iran. Donc, ce qui est très inquiétant dans ces pays, et je suis d'accord avec l'analyse, c'est très inquiétant qu'à partir de 1979, à partir de la Révolution, Israël est devenu l'arch-ennemi d'un pays avec lequel ils n'ont pas de contentieux. Donc on peut soutenir à fond, à bloc, les Palestiniens. On n'est pas obligé d'avoir une ambassade à Tel Aviv, à fortiori à Jérusalem.
mais une telle haine d'Israël quand il n'y a pas de contentieux, ça laisse perplexe quand même. Le problème, c'est que l'UE, Antimac sur le Figaro.fr nous dit, le problème, c'est que l'UE n'a pas beaucoup de crédibilité sur le plan international. Je voudrais vous faire écouter ce que dit quand même un des acteurs européens. Il est encore dans l'Union européenne. C'est Boris Johnson. L'intérêt, c'est que c'est un des alliés des États-Unis et en aucun cas un anti-Trump. On l'écoute. We're under no illusions about the stuff Iran gets up to in the region, in the Middle East. We have no illusions about Iran's disruptive behavior, but we think we can tackle those in other ways outside the JCPOA. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que pour lui, il faut encore maintenir l'accord. Denis, si on lève l'accord, les Iraniens, ils feront comme Kim, ils iront s'armer. Et là, ils seront encore plus menaçants. Kim, finalement, va à la négociation avec les États-Unis. Et avec l'arme nucléaire. Avec l'arme nucléaire, oui. Ça, c'est forte probabilité. Ça, les responsables, c'est la Chine. Ils paieront peut-être un jour. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne, solution. Parce qu'il n'y a pas très envie que l'État iranien, contrôlé par les ayatollahs, ait la bombe atomique. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi ils ont... Non, parce que le raisonnement, pourquoi il n'y aurait pas droit alors que Israël est notre allié, Israël est une démocratie, Israël s'est toujours rangé dans le camp occidental, ça ne me fait pas peur qu'Israël ait la bombe atomique. Et la bombe atomique, la vérité, tout le monde pense comme moi dans le milieu diplomatique, personne n'ose le dire. On ne peut pas mettre ça à égalité. Donc l'accord donne un levier, une prise à l'Union européenne pour précisément limiter un petit peu les... L'Union européenne n'existe pas sur le plan diplomatique. Faut pas non, mais par rapport, dans l'accord Bay, si vous voulez, c'est vrai que c'est quand même un argument à opposer à l'Iran dans ses prétentions, dans ses ambitions, et même géographiques, géopolitiques. Donc c'est un élément dont il faut tenir compte. La responsabilité dans la pagaille en Syrie est énorme quand même. Pas oublier ça. Et puis vous avez la rappeler. Moi, je suis un ami intime de Jean-Paul Kaufmann. Je me souviens de ce dont était capable Hezbollah. C'est pas nos alliés, c'est pas nos ennemis. On n'a rien de bon à attendre. Peut-être des contrats économiques. Bon, on les fera ailleurs. Ou on les fera avec eux s'ils deviennent raisonnables. Parce que je crois que c'est un grand peuple avec une potence. C'est des persans. Bon, mais il faut leur faire comprendre que voilà, il y a un problème avec le régime. Voilà, pas avec le peuple. Est-ce un accord, juste une question Monique sur Facebook, est-ce un accord négatif d'un point de vue économique pour l'Europe, l'accord avec le nucléaire iranien? Non, au contraire. Non, au contraire, ça permettait aux entreprises européennes d'aller vendre, notamment à PSA, de vendre des voitures. Vous savez qu'à Téhéran, une voiture sur 3 presque est une Peugeot. Et ça peut être un énorme marché, et pour PSA et pour Airbus. Pour Total, évidemment, naturellement. Et ça risque de devenir impossible. Quand bien, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'Europe doit absolument trouver le moyen de faire une contre-arme de droit extraterritorial contre les Américains, de manière à pouvoir, par exemple, faire des transactions purement en euros. Si l'Europe n'arrive pas à s'unir, ça fait longtemps qu'il existe ce genre de problème, et jamais l'Europe n'est arrivée à avoir un front uni sur ces questions-là. Je crois que le protectionnisme américain n'a pas, dans les années récentes, pris des formes aussi violentes. Même quand Bush a imposé des tarifs sur l'acier en 2002, c'était pas du tout aussi violent. Non, là, on est vraiment dans une phase extraordinairement nouvelle quand même. Une dernière question posée par Monique sur Facebook. Pourquoi tous les pays qui sont cités, alors on en a cité énormément, ne pourraient pas disposer du nucléaire? Donc je pense qu'elle fait allusion à l'Arabie Saoudite, à l'Iran. C'est pour éviter la prolifération. Oui, bien sûr. La prolifération, mais pourquoi éviter la prolifération? Parce que la multiplication... Imaginons que la Libye avait l'arme nucléaire. Imaginons que la Syrie avait l'arme nucléaire. Non, mais il suffit après de s'imaginer ce qui pourrait se passer. Une conflagration nucléaire, c'est ça que vous voulez dire? Ou bien un équilibre général par la terreur? Un régime qui se sent complètement immunisé contre tout, qui peut faire tout ce qu'il veut, personne ne peut intervenir. Et si le régime s'écroule, qu'est-ce qu'on fait? L'Union soviétique, qui était une puissance nucléaire, c'est quand même écroulé. Mais on a passé un mauvais quart d'heure avant de trouver toutes les bombes. Et on courait derrière des trucs en Ukraine pendant 5-6 ans, derrière les scientifiques. Il y avait quelques films à revoir. Personne ne veut revivre ça en Syrie. Oh là là, c'était chaud. Hein. Une multiplication des équilibres par la terreur.
Eh bien, vous avez été nombreux à réagir. Pardon, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais on continue le débat. On va aborder un autre sujet qui est dans l'actualité. C'est le ministre de la Transition écologique qui nous a fait vivre un nouvel épisode de la saga « Retenez-moi ou je fais un malheur ». Et donc, c'était ce matin sur France Inter. On l'écoute. Vous savez, d'abord, pour être au gouvernement, ça dépend, c'est comme dans un couple. Oui. Ça dépend d'abord du président de la République et du Premier ministre. C'est Oui. eux qui décident de ma présence ou pas au gouvernement. Oui. Voilà. Après, moi, j'ai pas d'agenda personnel. Moi, la seule chose, c'est que je suis là pour faire et pour organiser, harmoniser, mais je ne peux pas le faire tout seul, évidemment, cette transformation sociétale. Eh bien, cet été, on aura, avec le président et le Premier ministre, je pense, un moment de vérité. On fera le point, on tracera les perspectives et on prendra ensemble des décisions sur l'avenir et sur les prochaines étapes. Alors, Erratum, puisque sinon on dira que les journalistes ne disent que des bêtises, c'était sur RMC et BFM TV. Selon vous, le ministre de la Transition écologique doit-il rester au gouvernement? C'est la question qu'on pose sur Twitter. #FigaroLive. Et pour l'instant, vous êtes une immense majorité à répondre non. On aurait pu se demander, faut-il sauver le soldat Hulot? Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on se pose la question. C'est exactement la 10e. Je vous conseille à ce sujet le récapitulatif absolument complet de Pierre Lepelletier sur le scan politique du Figaro.fr. Non, ça suffit, non, Claire Chartier? Surtout, c'est vrai, c'est toutes ces palinodies de Hulot, mais même avant d'arriver en fait au gouvernement. Enfin, c'est-à-dire que cette histoire court depuis des années, quoi. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Alors maintenant, j'y suis. Est-ce que voilà? Donc, on a quand même eu tout un feuilleton en amont. Après, ça continue aujourd'hui avec ça. C'est vrai que son bilan est assez mitigé. Il s'en félicite ce matin. Alors, il a des réussites. C'est vrai que l'utilisation, enfin la sortie annoncée de l'utilisation du glyphosate en France sur 3 ans, ça c'est une réussite. Mais enfin, il a quand même dû annoncer que on ne pourrait pas baisser la part du nucléaire dans la production électrique d'ici 2025 comme il s'était engagé. 50 comme prévu. Voilà, 50%. Donc du coup, et ça d'ailleurs, bien entendu, parce qu'il a eu Notre-Dame-des-Landes. Oui, exactement, il a eu Notre-Dame-des-Landes. Mais sur cette question du nucléaire, il a même eu un camouflet de sa propre fondation qui a considéré que c'était quand même honteux d'en arriver là. Donc c'est vrai que son bilan est assez mitigé. Maintenant, ce qu'il faut qu'il reste, je ne sais pas quel est le crédit dont il jouit encore auprès des écologistes, parce que c'est vrai que là, la question se pose. Je pense qu'il a eu beaucoup de critiques émanant de ce camp-là. Voilà. Antimac d'ailleurs nous dit sur le Figaro.fr, je trouve Nicolas Hulot totalement insignifiant, et ce serait intéressant de savoir pourquoi vous le trouvez et en quoi vous le trouvez insignifiant. Est-ce que c'est votre avis, Stéphane Marchand? Alors moi je dirais certainement pas que Nicolas Hulot est insignifiant, je ne me permettrai pas. J'essaye de surmonter en fait l'indifférence que le sujet déclenche en moi pour vous répondre. Et moi, je me dis que finalement, s'il y a un ministre de l'écologie... C'est toujours ce qu'on dit, mais finalement, on tient toujours 10 minutes, un quart d'heure sur la question. Non, mais Nicolas Hulot, il est évidemment très mal vu par les écologistes, mais en même temps, il a une très bonne image dans le pays. Donc, puisqu'on est dans le domaine de la politique, ce que Nicolas Hulot n'a pas compris, c'est qu'il était en politique maintenant. Il n'a pas compris ça. Donc, il pratique l'anti-langue de bois d'une manière qui est suicidaire. Il ne devrait pas aller répondre aux questions de M. Bourdin sur RMC. Et bien finalement, moi je suis assez favorable à ce qui reste, parce qu'il incarne quelque chose au-delà d'un bilan mitigé, au-delà d'un langage un peu chaotique, au-delà de plein de choses qu'il a été obligé d'avaler comme couleuvre, parce que c'est comme ça, la vie politique, je trouve qu'il incarne quand même quelque chose. Et que dans un gouvernement où, quand vous faites la liste des ministres, il n'y a quand même pas beaucoup de ténors, d'une certaine manière, Nicolas Hulot, à sa façon, est un ténor. Oui, mais il est très isolé. Il n'a pas de réseau, il est très isolé. Est-ce que sur cette thématique-là écologique, on ne peut pas dire que Macron et son gouvernement soient très sensibles à la question écologique. C'est pas, dans la campagne, on n'en a pas entendu particulièrement parler. Donc, est-ce qu'un homme isolé comme ça... Ils attendaient plus de lui, justement. Voilà. C'est justement, voilà. Alors, je ne sais pas. Antimac nous dit qu'il voulait dire qu'il était insignifiant sur le plan politique. Voilà. Alors, d'abord, j'ai beaucoup de sympathie pour lui, parce que je suis pour une stratégie politique pour l'écologie. Ça, et pas pour J'attends d'avoir la une de Causeur avec Nicolas Hulot. Non. Et pas pour une écologie sectaire, une écologie des noms, une écologie sévère, punitive, des véganes, punitive, etc., etc. Alors, pour faire la politique, il faut un rapport de force. Alors, on n'est pas dans la 4e République. Il n'a pas 120 députés derrière qu'il peut marchander. Comment on crée un rapport de force quand on n'a pas grand-chose? Par la com. On menace,
on envoie des signaux, je ne suis pas content, donc Macron doit dire quelque chose, comment je le calme, etc. Donc il essaye, avec très peu, de créer un levier politique, de pouvoir menacer, justement d'exister. C'est sa façon de faire. C'est sa façon de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Malheureusement, ils n'ont pas écouté Danny Cohn-Bendit. Aujourd'hui, il n'y a pas de division. Donc l'écologie française, combien de divisions? Voilà, il n'y en a pas. Donc il essaye, puisqu'il a choisi... Il n'y a que des divisions. Exactement. Il a décidé de faire de la politique. Et donc, il essaie de créer des rapports de force avec ce qu'il a sous la main. Il aurait peut-être mieux fait d'accepter d'entrer dans le gouvernement sous Sarkozy ou Hollande. Il aurait été davantage écouté, c'est ce que nous dit Hippolyte. Vous pensez ça aussi? Non, je ne pense pas. Je suis assez d'accord. C'est quand même pas mal qu'il y ait un ministre qui soit censé coordonner, je veux dire, une approche écologique des évolutions dans tous les domaines de l'économie, de la santé. C'est bien. Bon. Peut-être d'autres étaient plus qualifiés que lui. On a pris une star de la télé. Une star de la télé, c'est pas un politique. Parce que nous dit Alain méchamment, tellement meilleur pour vendre des shampoings. Mais oui, il faut pas. C'est un type qui a de la valeur, qui n'était pas fait pour faire de la politique. Et puis ces coquetteries permanentes le décrédibilisent. C'est vrai. Donc moi, je serais partisan qu'il reste, mais après que le président de la République, dont on dit qu'il est autoritaire, lui dise une fois pour toutes, mon petit garçon, tu es à ta place et tu arrêtes de faire le guignol, quoi. On en revient à la question justement de Chevènement, enfin de la phrase de Chevènement. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Ah oui. Bon, donc maintenant, à votre avis, démission ou silence? En fait, il faudrait savoir pourquoi. Non, mais il fait du boulot quand même. Mais pourquoi effectivement, il veut s'en aller? Est-ce que ça veut dire qu'il estime qu'il n'a pas suffisamment de marge de manœuvre Si c'est ça, oui, mais si c'est ça, c'est vrai que c'est un souci parce que. Bah voilà, s'il considère... Il veut faire quelque chose, les autres essaient de l'empêcher. Ce que vous dites, c'est qu'il n'a pas assez de marge de manœuvre et donc il agite le chiffon rouge, il fait son Philippe Séguin. Il essaye de faire quelque chose, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Je rajoute à nos plus jeunes internautes que Philippe Séguin menaçait souvent Jacques Chirac de démissionner et de jeter l'éponge et que Chirac n'y croyait pas jusqu'au jour où Séguin l'a fait au moment des Européennes de 1999. Voilà, donc... C'est vrai qu'il n'a clairement pas le pouvoir à la hauteur de l'importance de l'écologie. Parce que pour lui, l'écologie, c'est absolument tout. Ce en quoi, à mon avis, il a raison. Oui. Mais il n'a évidemment pas les pouvoirs politiques correspondants. Donc c'est une frustration jour après jour. C'est vrai. Donc là, dans ce sens-là, c'est vrai qu'on comprend qu'il veuille s'en aller. Parce que s'il ne peut pas agir, si c'est un aveu d'impuissance qu'il exprime par ce commentaire... C'est le bilan est mitigé, mais il n'est pas nul non plus. C'est pas un aveu d'impuissance. Qui n'a pas de bilan mitigé. Voilà, qui n'a pas de bilan mitigé. Donc petit à petit, secteur par secteur, il pèse un peu. Simplement qu'il arrête de faire le mariole, quoi. Et puis... si Hulot quitte le gouvernement, nous dit Valentin sur Facebook, n'est-ce pas là un énorme échec pour Macron? C'est ça les rapports de force. Il est très haut dans la hiérarchie gouvernementale. Voilà. Il dit à Macron, est-ce que vous pouvez vous permettre ça? Ça va pas très bien. Je crois que ça passerait. Moi aussi, je l'en s'en ficherais éperdument. Moi, je pense que ça n'aurait aucune incidence. Il pourrait nommer Cohn-Bendit. C'est lui le meilleur politique écologique de loin. Et on rappelle le livre de Denis Tillinac sur mai 68, la grande arnaque. C'est pas un acharné de boulot. Oui, mais enfin, c'est un vrai politique. C'est vrai. Et il aime bien Macron, il le dit. Et c'est le plus malin de la bande. Et en plus, il est plus que Macron compatible, donc c'est parfait. Ce serait une bonne idée. Allez, on vire Hulot, mais on met Cohn-Bendit. Est-ce que vous votez donc Cohn-Bendit comme... Je ne sais pas, Stéphane, vous votez Cohn-Bendit ou pas? Je crois que Cohn-Bendit, il n'a pas envie de venir. Moi, je cherche quelqu'un qui voudrait venir. Alors Nicole sur Facebook nous dit qu'il fallait garder Ségolène. Voilà. Ah bah oui, mais alors on peut pas aller. Ça nous donnerait un petit coup de vieux quand même. Question d'Amir, a-t-il la carrure pour faire de l'écologie une priorité du gouvernement? C'est ça la question. On a autant qu'un autre. Bon. Donc je vous repose ma question, doit-il se taire ou démissionner? Tour de table, Claire. Moi, je pense que... Ou qui continue comme ça? Non, je pense que c'est la dernière fois. À force de dire arrêtez-moi, je vais faire un malheur, c'est vrai qu'on n'y croit plus. Donc là, voilà. Bon, ok, il a dit ça. Maintenant, il prend sa décision. Je suis tout à fait d'accord avec Denis. Et donc, quelle décision il doit prendre, à votre avis? Moi, alors, c'est très difficile parce que vu effectivement son bilan, je continuerai. Enfin, c'est-à-dire que je me dirais, je me laisse une chance. Voilà, je tenterai le coup une dernière fois. Et puis après, ça serait terminé. Stéphane? Il faut qu'il reste. C'est le courage politique, il a commencé, il faut qu'il termine. C'est dur, évidemment. Il découvre plein de choses, évidemment, mais il faut qu'il reste. Denis? Oui, après avoir nommé Cohn-Bendit? Oui, bon, mais puisqu'on sait que c'est pas possible, oui, non, il vaut mieux qu'il reste, mais qu'il la ferme un peu, quoi. Chevènement avait raison, comme souvent.
Je pense que Chevènement avait tort. Il avait déjà Deuxième dit... scoop. Je pense qu'il avait... Non, mais il a dit beaucoup de choses très intelligentes. Ouais. À l'évidence, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Un ministre existe parce qu'il parle. Donc c'est ce genre de phrase que ça semble très intelligent, et puis on commence à réfléchir, on dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il vient de dire? Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le contraire. Voilà, donc... Je ne sais pas du tout de votre avis. La France n'était pas très mal gouvernée sous un certain général de Gaulle. Je peux vous dire que les ministres les fermaient parce que sinon ils dégageaient, mais à la minute. C'est comme ça que ça se passait. Et Delphine Batho avait dégagé à la minute sur une phrase bien moins... Oui, qui n'était pas... Et d'autres ont fait carrière, Nicolas Sarkozy et d'autres. Donc on dirait que ça dépend. Ça dépend. Non, mais en plus, en termes de communication, il a été très affaibli par cette histoire de l'hebdo. Donc c'est vrai que tout ça se mélange. Ça vous fait allusion aux accusations d'agression disons que sexuelle. Si jouer pour l'instant, absolument. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si il faut effectivement... Je pense que l'hebdo était encore plus affaibli que lui. Sans nul doute. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de jouer la carte de la communication quand en plus c'est un petit peu perturbé et par cette histoire dans laquelle évidemment il ne l'a pas suscité, si vous voulez. Mais c'est vrai que du coup, ça devient difficile de jouer cette carte de la com, là, je trouve. Selon vous, donc, le ministre de la Transition écologique doit-il rester au gouvernement? C'est la question qu'on vous posait sur Twitter, #FigaroLive. Et apparemment, vous êtes effectivement toujours plus nombreux à penser qu'il doit partir qu'à rester. Vous êtes 61% à nous dire qu'il ne doit pas rester. On va revenir sur une autre affaire. Je rappelle d'ailleurs que la une de Causeur est consacrée au mouvement dans les facs. Alors, dans le mouvement dans les facs, il y a une autre affaire. Et vous aurez sans doute des choses à dire, Guil, avec l'apparition sur M6 de cette porte-parole de l'UNEF, le syndicat étudiant, qui est apparu voilée. Cela fait l'objet d'un tweet de Laurent Bouvet, le fondateur du Printemps républicain, habitué de ce plateau, et qui ironise, vous le voyez, sur les valeurs de l'UNEF. Et il réitère cette ironie dans une interview à Figaro Vox, à retrouver sur le Figaro.fr. Il pointe, je cite, « l'incohérence de l'UNEF qui affiche, dit-il, des principes progressistes et féministes d'une part, et de l'autre se voit représentée par une jeune fille voilée ». Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je comprends qu'on puisse se dire qu'il y a un contraste assez étonnant entre, effectivement, cette jeune femme qui est voilée d'une façon qui renvoie à l'islam très orthodoxe, avec un syndicat qui se dit progressiste. Mais je pense que là, ça illustre tout à fait ce qu'on observe ces dernières années, c'est qu'il y a eu un déplacement. Aujourd'hui, chez les néo-féministes, le plus important, la valeur cardinale dont elle parle tout le temps, parce que j'ai fait un papier sur elle il n'y a pas très longtemps et qui revient, c'est la liberté de choix. Donc, qu'est-ce qui est déterminant? C'est ça. C'est-à-dire que être féministe, c'est donner aux femmes la liberté de choisir leur vie, de choisir leur façon de se vêtir, de se voiler ou non. Ça, c'est progressiste. Donc, en ce sens, je vois une cohérence entre l'UNEF et cette représentante étudiante du syndicat. Ce qui est curieux, c'est que dans le débat sur la prostitution, ils ont dit non, dans ces cas-là, ça ne peut pas être un choix. Bien entendu. Alors on peut dire aussi, est-ce que c'est vraiment un choix de se vêtir comme ça, de se nier à ce point? Oui, mais et donc, pour les néo-féministes, quand ça les arrange, on dit que la prostitution ne peut pas être un choix, tandis qu'un scandale comme ça, c'est un choix libre, franchement. C'est un scandale pour vous? Bah oui, bien sûr, c'est un scandale. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, le porte-parole d'une association végane qui arrive avec un manteau de fourrure c'est quand même assez curieux. Et donc, il faut juste lire, c'était quoi? C'était la charte de Grenoble, la refondation de l'UNEF en 46-47. Il faut le lire. C'est un contradiction. Et j'envoie tout le monde à lire l'excellente interview que Laurent Bouvet a donnée à Figaro Vox aujourd'hui. Oui. Il a tout dit. Le problème, ce n'est pas son choix discutable à elle. Elle a le droit de le faire. C'est la faillite de l'UNEF. C'est flagrant. Non, parce que l'UNEF va vous répondre, enfin je ne parle pas à leur place, mais en tout cas que le progressisme ne se situe plus, plus seulement c'est un progressisme sur ça. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui se considérer comme féministe et musulmane. C'est la faillite du féminisme. Alors, en tout cas, certaines néo-féministes vous le disent. Donc, c'est une interprétation en fait du progressisme qui a évolué. Et je pense que c'est vraiment ça que ça illustre. Stéphane Marchand. Alors,
La fin de l'UNEF, personnellement, ça m'est totalement indifférent. Mais sur la question du voile, je crois qu'effectivement... Non, mais les Français s'en moquent vraiment beaucoup. Mais sur le voile, je pense que c'est effectivement un choix. Et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites porter le voile, c'est se nier. Non, pas du tout. Moi, j'ai travaillé énormément comme journaliste au Moyen-Orient. J'ai rencontré énormément de femmes pour lesquelles c'était un choix délibéré. C'était même parfois une fierté. Pour d'autres, quand même, c'était souvent quelque chose de subi. Je crois que ce que vous dites là résulte d'une obsession française. Non, d'un témoignage. Je vais vous dire, d'un témoignage. Il y a évidemment des cas où c'est vrai, mais dans l'immensité des cas, les femmes musulmanes, par tradition, alors dans la tradition se mêlent à la fois des choix, des contraintes, des habitudes, toute une série de choses. Mais il y a énormément de femmes qui mettent le voile parce qu'elles ont décidé de le mettre. J'ai même rencontré en Égypte des femmes qui portaient le voile intégral dans le sud de l'Égypte, alors qu'il n'y avait aucune raison, parce que c'était chic. Ça voulait dire, je reviens d'Arabie Saoudite, je suis riche, j'ai réussi et je porte le voile. Donc le voile peut avoir énormément de significations différentes. Et en France, on a une pensée extraordinairement étroite sur le sujet, une espèce de laïcité agressive. Vraiment, on perd énormément de temps là-dessus. Voilà, c'est un peu... Est-ce que vous partagez justement cet avis, Denis ? Oui, je pense qu'on a le génie de s'engouffrer dans des faux débats pour trouver des motifs de querelle, y compris quand ça ne concerne pas. Bon, moi, je n'ai jamais été à l'UNEF quand j'étais étudiant. À l'époque, c'était un syndicat affilié aux communistes. Soviétique, l'UNEF, Renouveau, il y avait deux UNEF, il y avait l'UNEF et l'UNEF idée indépendante démocratique, qui était trotskiste, mais lié plus. On va dire que c'est pas ma culture politique du tout, ça n'a jamais été. Bon, ça les regarde de choisir le porte-parole qu'ils veulent. C'est un choix qu'ils ont fait eux, de prendre une jeune française musulmane qui porte un voile. J'allais presque dire, oui, un voile musulman, mais aussi le voile méditerranéen. Alors moi, je suis d'accord avec vous. Même pas les turbans de Ménel. Il y a tellement de... Vous faites allusion à l'affaire Ménel. Il m'arrive d'être d'accord avec les féministes. Il y a d'autres qui essayent de le faire. Il y a tellement de significations positives du port de voile que j'ai envie de dire, ça les regarde. Moi, j'ai envie, je veux, si je le souhaite, pouvoir porter une croix dans la rue, puisque je suis catholique, sans que des intégristes de la laïcité, on peut même considérer que cette jeune femme étudie. Nous faire ressurgir. Elle est à la fac quand même, ça l'empêche pas d'étudier. Exactement. Personne n'a dit que c'est interdit. Donc elle s'émancipe en étudiant. Donc, en fait, tout ce qui est en question, c'est la symbolique du voile. C'est ça en fait qui interpelle dans cette. Il y a d'autres choses qui sont. Le voile revient en force. C'est ça qui choque. C'est la symbolique du voile. C'est dans quel contexte ? C'est un drapeau politique. C'est un drapeau politique. On ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est une déclaration. C'est ce que nous dit Harold sur le Figaro.fr. Très bonne analyse du problème par Laurent Bouvet. L'islam a une face spirituelle et une face politique et elles sont liées. Pour parler de l'Égypte, tout le monde connaît la conférence de presse des Nasser où il rigole. Est-ce que les femmes sont un jour aussi bêtes pour porter le voile ? Et pourquoi, depuis 20 ans, est-ce que c'est par hasard, révolution en Iran, wahhabisme, djihadisme, et les voiles reviennent ? Mais là, cette jeune femme, vous lui faites un procès d'intention, on n'en sait rien. Si elle fait, je ne sais pas, du prosélytisme, si elle a une action politique. Je ne parle pas de cette femme a le droit de faire presque ce qu'elle veut. Et l'UNEF de choisir. Et je pense pas. L'UNEF aussi a le droit, et nous avons le droit d'interpréter ce choix et de dire que c'est une faillite morale, intellectuelle, tout ce qu'on veut. Alors justement, en guise de contribution au débat, je vous propose quand même d'écouter la secrétaire d'État à l'égalité, Marlène Schiappa, qui s'exprimait sur ce sujet ce matin sur France Info, et c'était assez complexe comme pensée au sens positif du terme, et c'est pour ça qu'on l'a retenue. Je vous propose de l'écouter. Elle n'est pas là en tant qu'étudiante, elle est là en tant que porte-parole de l'UNEF. Est-ce que c'est ce que promeut l'UNEF ? Je pense que la question doit être posée aux responsables de l'UNEF. Est-ce qu'ils souhaitent défendre la laïcité ? Est-ce qu'ils souhaitent défendre l'émancipation des femmes ? Ou est-ce qu'ils souhaitent défendre d'autres choses ? C'est à eux de nous répondre. Mais ça m'interpelle que l'UNEF ait choisi comme porte-parole une personne qui, de toute évidence, a des signes manifestes de religion d'islam politique en réalité. Alors, un œil sur le Figaro.fr nous dit en France, on parle de laïcité, mais pour qui ? On interdit les crèches, les croix dans les lieux publics, le port de la croix dans les écoles, mais à côté de cela, on admet le voile musulman, par exemple, dans les universités.
Sarkozy avait parlé en son temps d'une laïcité positive. Hein. C'est un discours au Latran qui lui a été bien reproché. Ben moi, je crois qu'il avait raison. On va pas. Je veux dire, les intégristes religieux sont tous détestables. L'intégrisme laïque en est un. En plus, une religion froide, sans Dieu, sans transcendance, ils sont pas marrants. Bon, qu'on arrête un peu avec tout ça. La laïcité, bon, c'est clair, c'est que le temporel ne doit pas être contaminé par le spirituel dans l'exercice des responsabilités publiques. C'est acquis en France depuis un bon siècle. Personne ne le remet en cause sur le champ politique. Donc, allons pas nous chamailler pour une histoire de gamine qui est pas... C'est l'État qui est laïque, le pays fait voilà, ce qu'il veut. c'est l'État qui est laïque. On ne va pas interdire aux gens de penser ce qu'ils veulent penser et de croire. La question, c'était aussi le voile dans les universités. Donc Marlène Schiappa et Laurent Bouvet, d'ailleurs, disaient ce matin qu'ils étaient favorables à ce qu'on maintienne le droit de porter le voile dans les universités, qui reste quand même un lieu public. Oui. Guy Migueli, sur ce que disait Marlène Schiappa, on peut également citer Céline Pina qui dit dans le Figaro.fr que derrière cette affaire, il y a aussi, en tous les cas d'après ce qu'elle dit, des tentatives d'intrusion de l'EMF, oui, les étudiants militants islamistes oui. à travers le syndicat étudiant. Ça fait un certain temps qu'il passe des accords avec l'EMF, donc le syndicat, l'organisme étudiant qui a des liens avec les frères musulmans. On sait que c'est pas... Évidemment, on dit toujours, non, c'est un choix personnel, etc. On sait aussi que c'est un drapeau. On sait qu'il y a un projet politique derrière. On sait qu'il y a un grignotage, qu'on essaye tout le temps d'avancer, de voir où est-ce qu'il y a une résistance. Et à un moment donné, il faut résister, il faut dire non, il faut dire stop, sinon ça ne va jamais s'arrêter. Alors là, c'est aux étudiants à se désaffilier à l'UNEF en disant... Non, mais très bien. Exactement. Je n'ai pas dit qu'il faut envoyer le CRS. Non. J'ai dit juste qu'il faut dénoncer les choses, il faut appeler un chat à chat, et voilà. Ce qui est vrai, c'est que quand la laïcité est gérée comme un couvercle qui pèse sur la société, à ce moment-là, vous avez raison, le voile peut être utilisé comme une arme politique. Et c'est de notre faute si c'est utilisé comme une arme politique. Ce n'est pas de leur faute. Alors, le débat est lancé. Merci beaucoup, en tout cas, de l'avoir abordé en toute liberté, avec des points de vue contradictoires. On est là pour ça, d'ailleurs. Et je signale que l'interview de Laurent Bouvet et la tribune de Céline Pina sont à retrouver sur le Figaro.fr. Alors, est-il moins grave de frauder le fisc que de voler une mobilette ? Non, jurait ce matin la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, sur Europe 1. Et il en fallait plus pour convaincre Nicolas Dupont-Aignan, encore indigné du verdict dans l'affaire Cahuzac. 4 ans de prison, 2 avec sursis et en théorie 2 fermes. La peine n'est pas à la hauteur de l'acte. Et surtout de la duplicité de l'ancien ministre, car on sait tous qu'elle a été calibrée pour qu'il ne fasse pas un jour de prison. Et franchement, vous savez, j'ai travaillé beaucoup sur ce dossier, j'ai écrit un rapport avec Alain Bocquet, député communiste, sur la fraude fiscale, et toute l'enquête qu'on a faite de par Le Monde montre que le seul pays, enfin du moins la seule démocratie, où on n'envoie jamais en prison un grand fraudeur fiscal, c'est la France. Alors, précision, Jérôme Cahuzac devrait, selon toute logique, échapper à l'incarcération, de fait notamment d'un casier judiciaire vierge, et que ce genre de délit n'a jamais conduit à aller à la prison. Denis Tignac, ça vous choque ? Non, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas, il ne menace pas la société, il ne menace pas les individus, il ne menace pas... S'il est vrai que la France est le seul pays où on ne puisse pas aller en tôle pour un fraude fiscale, vous connaissez, vous, dans votre entourage, quelqu'un qui n'a pas essayé si peu que ce soit dans sa déclaration d'impôt à la mesure de ses possibilités de regarder ma confidentialité des sources. C'était le ministre chargé de l'impôt. Oui, je sais bien, les ministres. On est tous. Bon, il s'est fait coincer. Tant pis pour lui. Il a menti. Il a menti, il s'est fait coincer. Des ministres qui n'ont pas menti, j'en ai jamais encore vu. Vous êtes tous d'une grande candeur. Hein, il y avait le principe Tartuffe. Il traquait la fraude fiscale d'un côté. C'était le ministre le plus brillant du gouvernement Hollande. Il n'y a pas d'ailleurs grand mérite. Il était programmé pour être Premier ministre. Sa vie politique est morte. Son honneur est perdu. C'est un être à la dérive. Bon, ça suffit, pas à peine de faire du poujadis
espèce de jouissance perverse de voir qu'il aille 6 mois en tôle. Je trouve que ça apporterait rien à personne. C'est une question de démocratie. La démocratie a besoin quand même Elle repose sur la confiance en partie. Quand on a un ministre du budget qui trompe à ce point les citoyens, je trouve que c'est... Les mensonges devant la... Exactement, il a été publiquement, c'est quand même quelque chose qui est tellement incroyable que ça mérite une sanction effectivement spectaculaire. C'est un cancer pour l'Union européenne, un cancer pour le monde entier. Ça coûte 80 milliards d'euros à la France. La fraude fiscale est probablement une des raisons majeures qui explique la montée du populisme dans les pays occidentaux. Donc, par conséquent, ce qu'il a fait est extrêmement grave. Mais vous pensez que mettre la peine est lourde Cahuzac en prison à l'échelle de la France fera descendre le vote en faveur du Front National? C'est pas ce que je dis du tout. C'est pas ce que je dis du tout. Je dis que la peine est lourde. C'est quand même assez rare qu'on soit aussi condamné quand on a été ministre en exercice. Mais je pense que, d'une certaine manière, Cahuzac a rendu service, car après l'affaire Cahuzac, il y a eu la création du parquet financier. Et qu'on est entré... destiné justement à durcir et à permettre l'embastillement des fraudeurs fiscaux. Qui a, sur le parquet financier sur lequel a trébuché François Fillon, par exemple. Et par conséquent, je pense que Cahuzac est un voyou, indéniablement, mais il a rendu des services. Fraudeur fiscal et mais pas un voyou, c'est pas ça. Un voyou, c'est quelqu'un qui vous braque et qui vous flingue. Il faut quand même évaluer. Il a menacé personne. Tant de gens ont fait de la... Mais on sait combien la politique aujourd'hui est discréditée aux yeux des gens. Pourquoi il y a plusieurs raisons pour lesquelles les populismes montent aujourd'hui, mais notamment celle-là. Et nous avons là l'incarnation de ça, c'est-à-dire d'un ministre qui trompe les gens, mais jusqu'à plus soif. Donc c'est quand même naturel qu'on se dise que cet homme-là, avec sa fonction, doit payer. Ça alimente complètement ce discrédit politique qui nous mine et qui mine la politique. Et je dirais, il y a un autre élément, à mon sens, qui justifie une peine lourde, c'est que dans une époque où les fake news font rage, c'est aussi une façon de dire que la vérité a de l'importance en démocratie. Donc passer trop rapidement par une peine, parce qu'au départ il était condamné à 3 ans, si je ne m'abuse. Donc la ramener à 2 ans, c'est aussi une façon... de minorer cette importance de la vérité qui aujourd'hui, effectivement, doit être restaurée. On lutte, on essaye de faire des lois contre les fake news. C'est aussi une façon de dire, oui, on y croit, c'est une valeur importante et on va la défendre, notamment dans les tribunaux, en fixant une sanction exemplaire. Les entreprises vraiment d'envergure internationale qui toutes cherchent les moyens d'optimiser leurs bénéfices pour ne pas payer l'impôt, là, c'est des sommes tellement plus considérables que celles des fraudeurs français. Malheureusement, c'est légal. Il y a une différence entre... L'optimisation fiscale. C'est ça la loi. L'optimisation et la fraude sont 2 choses différentes. Exactement. Elles se ressemblent, c'est tout. Un criminel, un délinquant violent qui attente aux personnes, pour moi, c'est plus grave quand même qu'un type qui a fraudé le fisc. Alors, justement, ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, c'est que ça rejoint un petit peu les réactions qu'on a chez les internautes. Certains disent, il y en a qui vivent dans l'illusion que la justice est la même pour tous. D'accord avec ce qui est dit, nous dit Antimac. L'Artichaut nous dit au moins 3 mois de prison pour l'exemple. À l'inverse, Victor nous dit il n'a tué personne. Et donc Antimac nous dit qu'il était d'accord avec vous, Claire. Et la réponse donc, de l'Artichaut dit il a tué personne, mais le fait qu'il ne passe pas du tout par la prison, c'est quand même incroyable. Voilà donc ce que vous disent les internautes du Figaro, qu'on remercie toujours d'alimenter ces plateaux. Il y a une dernière question, il nous reste 1 minute, qui est une question, que je prends avec beaucoup d'importance, c'est d'abord, est-ce que vous regarderez ce soir le match OM Atlético Madrid? Oui. Votre pronostic? Je voudrais le regarder. Votre pronostic? Difficile. Je pense que Marseille doit monter en niveau de jeu pour faire pièce à l'Atlético. Ça, c'est un pronostic pessimiste. Oui, je pense qu'il faut qu'il monte en niveau de jeu. Je n'ai pas regardé le match, mais je pense que Marseille va gagner 1-0. Si Payet sort un grand match dans sa distribution, l'OM peut gagner, mais Griezmann me fait peur en face. Dis donc. Et Guil? Je suis perdu là. Je suis par instinct pour Marseille, c'est tout ce que je peux dire. Bon, vous regarderez le match? Peut-être. Et peut-être pas. J'ai oublié de vous dire que 71% des internautes ne sont pas surpris par la décision de justice, par le verdict dans l'affaire
Cahuzac. Je vous remercie en tout cas de ces débats qui ont été libres et francs. On recommande donc l'Express qui fait sa une sur les 100 Français qui ont inspiré, Causeur qui fait sa une sur les mouvements étudiants, L'arnaque du siècle, mai 68, c'est le dernier livre de Denis Télinac et Les secrets du cerveau, toujours à retrouver dans les librairies. Et je vous recommande un autre livre, celui de l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Vincent Lanata, qui a fait un très beau livre sur les jours de mai qui ont fait l'histoire de France, et notamment, bien sûr, on revient sur mai 68, mais aussi la guerre de 100 ans, ou bien, on y reviendra en longueur d'ici la fin de la semaine, l'opération de la Légion étrangère sur Colvézi. Merci beaucoup et à très bientôt. Demain et jusqu'à la fin de la semaine, vous retrouvez Marie-Amélie Lombard. Merci, bonne soirée.